Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aline Leguluche, auteure de J'ai appris à lire à 50 ans et mon combat contre l'illettrisme. Bonjour Aline. Bonjour. Je vais commencer traditionnellement par vous présenter. Vous êtes née en 1961 à côté de Paris, dans une famille d'agriculteurs. Vous étiez 8e d'une fratrie de 8 enfants et vous entrez à l'école au CP. Mais c'est à 50 ans que vous apprenez à lire, un très long chemin avant une renaissance. Pour le grand public, vous avez brisé le tabou de l'illettrisme et vous êtes devenu le porte-drapeau de ceux qui ont ce handicap invisible, qui sont 2 500 000 personnes en France. Et aujourd'hui, c'est un véritable engagement qui vous amène à sillonner la France, de rencontres en conférences, pour redonner l'espoir à ceux qui ne savent pas lire. Vous racontez tout cela dans cet ouvrage, dans votre deuxième ouvrage, Mon combat contre l'illettrisme. Alors, pour mieux comprendre l'enchaînement qui vous a amené à faire des années d'école, sans savoir lire ni écrire, finalement, on peut commencer par les premières années, revenir un petit peu en arrière. Votre entrée à l'école et un enseignant vraiment pas facile. Effectivement, je suis tombée malheureusement à l'âge de 6 ans sur un enseignant maltraitant. Quand je dis vraiment pas facile, c'est vraiment maltraitant que je voulais dire. Il faut mettre les mots précis. C'est vraiment maltraitant. À l'époque, l'école, il y avait beaucoup de rigueur, etc. Mais lui était maltraitant, parce que violent, très violent. Et pas que sur moi, sur beaucoup d'enfants. Surtout les enfants qui avaient des problèmes, qui n'arrivaient pas à suivre, forcément, il était plus facile de les frapper ou de les humilier plutôt que de trouver pourquoi il y avait un problème. Donc là, vous faites un premier blocage parce qu'en plus, vous êtes, ce qu'on découvre bien plus tard, vous avez ce problème de dyslexie qui vous empêche d'apprendre facilement à lire. Et ce que ensuite, au fil des ans, vous redoublez une première fois et puis vous trouvez des moyens d'évitement pour cacher ce handicap. Alors, c'est vrai qu'au fil de mes années scolaires, je suis tombée tout de même sur un enseignant sympathique, Monsieur Beau, et lui, il m'a quand même appris beaucoup. Tout ce que j'ai appris à l'école, ça vient surtout de son éducation. Il m'a appris les lettres, il a appris la patience et il a vite compris que je fonctionnais pas comme les autres enfants, mais il n'avait pas les moyens de m'aider. Il m'a donné confiance en moi avec d'autres matières. Il m'a appris à aimer quand même l'école, même si j'avais des difficultés avec la lecture et l'écriture, même s'il lisait à ma place bien souvent pour que je puisse faire mes exercices de maths, parce qu'à l'école, tout est relié, en fait. Si on ne sait pas lire, on ne peut rien faire. Donc c'est une véritable catastrophe pour les enfants. Et donc je suis sortie de l'école tout de même en situation d'illettriste, parce qu'être illettré en échec scolaire, être illettré, c'est pas être analphabète, c'est pas la même chose. Être illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui va savoir peut-être écrire son nom, même essayer d'écrire son adresse à force de répétition, mais il n'est pas pour autant capable de se débrouiller. Il va juste donner l'illusion qu'il est capable, quand il écrit son nom, capable de signer, capable de faire un tout petit peu. Et c'est ça le grand piège, c'est là où on se cache bien, c'est là où moi je me suis bien cachée. Comment on fait justement pour contourner le problème ? Vous l'expliquez très bien dans votre livre au fur et à mesure des emplois que vous avez eus dans une usine tout d'abord, puis ensuite à l'hôpital, où on vous a quand même demandé d'écrire des choses. Vous aviez un métier qui demandait de la lecture, de l'écriture. Comment on fait dans ces cas-là ? Comment on se cache ? C'était hyper compliqué. J'ai travaillé 15 ans en usine, là où j'avais pas besoin d'écrire. Vous faisiez de la pâtisserie ? Oui, en usine de pâtisserie. Donc c'était assez simple. Mais arrivé à l'hôpital, moi je pensais pouvoir m'en sortir aussi bien qu'à l'usine de pâtisserie, puisque j'avais postulé pour faire la plonge, le ménage, côté restauration, sans aucune responsabilité. Enfin, postuler. On m'avait proposé ce poste et j'avais dit oui, parce que quand on est illettré, on ne peut pas postuler soi-même. C'est encore bien trop compliqué. Ensuite, à la longueur du temps, j'ai ramené du travail à la maison. J'ai ramené des mots, comme une liste de courses, concombre, tomates, betteraves ou même le mot chambre quand j'étais dans les étages. Comment on écrit chambre, comment on écrit diabète. Alors, au lieu d'écrire diabète qui est excessivement compliqué, j'écrivais DB. C'était très bien.
J'ai appris à contourner avec les couleurs, avec les abréviations, avec l'habitude de faire, en fait. Aussitôt qu'on acquiert, j'avais appris à ranger ma lingerie, tac, 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 les draps housses, et quand il fallait que je fasse une commande, j'allais dans ma lingerie et je recopiais le nom des articles sur un papier pour pouvoir passer ma commande. Parce qu'on peut pas le dire, en fait. Vous écrivez une belle phrase dans le livre, à tout âge, ce sujet est tabou. Que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes plus âgées, on ne peut pas le dire, même à ses proches, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, et ça l'est toujours en fait, c'est ça le grand problème. Lorsqu'on a un enfant, même à l'heure actuelle, en situation d'échec scolaire, qui a du mal à lire et à écrire, déjà cet enfant, il se sent mal. Il ne se sent pas comme les autres. Donc, il va être un peu rebelle ou il va se mettre en retrait. Je le vois chez les enfants. Et à fur et à mesure qu'on vieillit, que l'on grandit, on peut suivre des mauvais chemins parce que il faut bien manger, il faut bien vivre, il faut bien donner le change, il faut bien avancer dans la vie. Et quelquefois, il y a des gens qui prennent des mauvais chemins. Il y a des personnes en situation d'illettresse qui font des mauvaises rencontres parce que on n'est vraiment pas à l'abri. Puis il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on rapporte de l'argent, il faut bien... Mais trouver du travail quand on est illettré, c'est compliqué. Et ça le devient de plus en plus, puisque maintenant, il y a le rapport à l'électronisme. Bien sûr, vous en parlez dans votre deuxième livre. Qui est un fléau. Ça divise les milieux sociaux, ça, encore. Qu'est-ce qui amène le déclic? À un moment, vous entrez, vous demandez une formation. Il y a un très beau passage dans votre livre où vous demandez cette formation. Qu'est-ce qui a amené ce déclic après toutes ces années de vie familiale, professionnelle, avec ce handicap? Et puis d'un coup, vous décidez, non, ça ne peut plus durer. Parce que j'arrivais à 50 ans et j'étais fatiguée de ma vie. Vraiment fatiguée de ma vie, fatiguée des abus, donc j'avais pu subir, comme je vous le disais, on peut faire des mauvaises rencontres, pas seulement finir en prison, etc., mais aussi des abus de confiance, nous faire signer des crédits, nous faire... Votre compagnon de l'époque, vous avait abusé de votre confiance? Tout à fait, oui, tout à fait, oui. J'ai signé un crédit pour sa maison, après j'ai acheté une voiture avec lui, mais elle n'était qu'à lui, elle n'était pas à moi. Enfin, voilà, c'est le passé, c'est fait. Mais à ce moment-là, dans ma vie, j'étais excessivement fatiguée, je me sentais mal. Je ne savais pas si je devais continuer à vivre dans cette position, ou alors si je ne ferais pas mieux de me suicider. Et j'ai choisi l'entre-deux, c'est de retourner à l'école pour m'épanouir, pour vivre. Alors forcément, ça a été dur de prendre cette décision, de retourner à l'école. Forcément, ça a été un petit peu humiliant de vider son sac. Mais là, vous dites, tout est sorti, tout d'un coup, tout est sorti. Tout est sorti d'un seul coup. Ça a été un grand vide, enfin, voilà. Un grand déversement de tout ce que vous aviez caché pendant toutes ces années. Et toute une rivière de mal-être que j'ai déversée dans le bureau de Madame Milonnet à l'époque. Et ça m'a fait du bien, parce que rien que le fait déjà d'en parler, comme on dit, si tu parles de ta maladie, c'est que tu es à moitié guéri déjà. C'est vrai, parce que c'est comme si qu'on marchait à l'aveugle, c'est comme si on est toujours en train de se cacher, on est mal dans sa peau. Et c'est pas évident, il y a toujours le regard des autres, il y a toujours. Et moi, je sais bien que je suis pas stupide, parce que c'est pas le cas. Je suis pas stupide, mais sauf que j'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture. J'ai des tas d'autres compétences. Mais même quand on est maman, pour faire un gâteau, pour changer de recette, tout est compliqué. Et du coup, j'ai décidé de retourner à l'école. Et vraiment, ça a été mon Eldorado. Ça a été ma plus belle victoire de retourner à l'école. Et donc là, vous avez appris à lire et à écrire avec une méthode particulière, où vous étiez dans un groupe de personnes, vous disiez on se regardait, on partageait le même handicap, et on s'est retrouvés. Et donc là, il y a une méthode particulière, ou c'est une méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture classique? C'est vrai qu'on avait tous nos bagages. Il y avait des mômes de 20 ans, ça m'a choquée. Et il y avait des gens de mon âge. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. C'était vraiment, on était 14-15 à peine. Mais on n'était pas très fiers d'être là. Parce que si on était là, c'est qu'avant, on avait échoué. Mais dans cette classe, on a tous décidé de se soutenir et surtout de ne plus échouer, d'aller de l'avant,
d'apprendre. Donc, c'est vrai qu'il y avait des enfants qui étaient meilleurs peut-être en calcul, d'autres un peu plus, enfin quand je dis meilleurs, en écriture, c'est le CP, quoi. C'est le niveau CP, en fait. Mais quand on a ce niveau-là, on peut que progresser, en fait. Donc, notre enseignante, enfin déjà, elle nous a tout repris, l'assemblage des voyelles, des consonnes, comment construire un mot, ce mot, comment construire une phrase ensuite. Les mots invariables, attention, ce mot-là. Donc, beaucoup de travail de ma part à la maison, mais aussi, on a ramené aussi des feuilles utiles, des feuilles de travail, des feuilles des impôts, des allocations pour certains ou certaines, comment demander un loyer, avoir un appartement, toutes les choses de la vie, pour passer son permis de conduire, voilà, plein de choses pour se diriger en ville, pour prendre le bus, le train, tout ça. Pour moi, ça a été très compliqué, tout ça. Mais voilà, on a ramené tous les outils, tous nos besoins en fait, pour aller de l'avant. Et on a tous travaillé avec ça. Alors on n'a pas fait des dictées, non, mais on a appris à construire des phrases, on a révisé nos verbes, on a révisé notre grammaire, notre conjugaison, on a fait des accords comme si on jouait en fait les uns avec les autres. Et ça m'a permis de aimer ce moment. Ça m'a permis de aimer le fait d'apprendre. Et cet amour, en fait, de l'écriture, parce que j'aime écrire, c'est dingue. J'aime écrire, mais j'en étais incapable de faire un courrier pour mes petits-enfants. C'est incapable de se débrouiller au quotidien. Et maintenant, j'ai écrit 2 livres. Mais je fais toujours des fautes. Aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont compliquées. Toujours. Ah oui, toujours. Toujours, mais je fais avec. Parce que maintenant, j'ai la réflexion. Comment je fais ? Ce mot, t'es sûr qu'il s'écrit comme ça ? Bon, je vais retrouver sur Internet. Voilà, je me débrouille avec les moyens que j'ai maintenant. Et il y a même des livres d'orthographe. Là, voilà, je viens de m'en commander un, parce que dedans, il y a plein d'astuces pour ne pas oublier, des mémotechniques. C'est très important, ça. Et donc, moi, je continue toujours de travailler parce que je veux être de plus en plus à l'aise. Parce qu'avec mon ordinateur, j'écris beaucoup, il me souligne en rouge. Donc voilà, je vois et puis je peux me relire. Comme je suis dyslexique, quelquefois, j'écris les phrases aussi pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est toute une gymnastique. Mais avec mon ordinateur, je me débrouille bien. Mais avec le stylo, je fais encore, si j'écris trop vite, si dans ma tête, ça va trop vite par rapport à ma main, c'est pas toujours très équilibré. Aujourd'hui, vous sillonnez la France, vous habitez dans le sud de la France, dans le Midi, et vous sillonnez la France, vous faites des conférences, vous faites des signatures de livres, et vous avez rejoint un groupe pour combattre l'illettrisme. Quel message vous voulez passer à ceux qui sont encore illettrés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui se cachent ? Alors pour les personnes illettrées et pour les personnes qui rencontrent une personne illettrée, surtout, c'est pas grave en fait. Ce qu'il y a de grave, c'est de ne pas aller voir une association, c'est de ne pas utiliser le numéro vert, c'est de ne pas dire à quelqu'un « j'ai besoin d'aide ». Parce que même si vous n'avez pas le numéro vert sous les yeux, vous pouvez aller à votre mairie, vous pouvez aller... Mais vraiment, il ne faut pas rester dans cet état parce que c'est les outils de notre communauté. C'est les outils, je dirais même mieux, ce sont les armes qui font de nous des individus libres. La connaissance, le savoir. Il y a tellement de pays où on n'a pas le droit d'apprendre, tandis qu'en France, on donne une chance, 2 chances, même plein de chances. On peut y retourner, on peut s'améliorer, et surtout parce que ça donne l'ouverture au travail, ça donne l'ouverture à la liberté. Et la connaissance, c'est la liberté. Alors je rappelle le numéro vert pour trouver de l'aide ou orienter quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est le 0800 111 035 et je vais le mettre en lien dans le podcast. J'ai une dernière question. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Sûrement la lutte contre l'illettrisme, Monsieur Fernandez. Monsieur Fernandez, bien sûr. Bien sûr, c'est lui qui en parle le mieux, c'est lui qui a fait tout ça, enfin, c'est lui qui a fait en sorte que je sois là, en fait. Parce que, bien sûr, je suis retournée à l'école, mais un jour, Monsieur Fernandez, il m'a contactée pour savoir si je voulais bien participer à une première conférence. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue des dégâts, parce que c'est un drame.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir comment je peux faire pour aider les gens, pour qu'eux aussi puissent aient le goût de retourner à l'école, ne baissent pas les bras et deviennent des individus libres par le fait de la compétence et de la connaissance. Merci beaucoup Aline Le Guluche. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres. J'ai appris à lire à 50 ans et mon combat contre l'illettrisme aux éditions Prisma. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.